Donc, les infections urinaires récidivantes, donc ça, c'est une problématique. euh, Moi, c'est plutôt les urologues qui me les adressent parce que souvent, euh, vous les adressez aux urologues et c'est, je pense, une habitude à garder. L'important, en fait, ça va être de bien les caractériser. Il y a plusieurs choses à faire. Déjà, c'est quoi le contexte? Est-ce qu'on est chez une femme ménopausée? Est-ce qu'on est chez un patient paraplégique avec une vessie neurologique ou une sclérose en plaques? Est-ce que il y a des facteurs de risque de descente d'organes? Est-ce qu'il y a eu plusieurs accouchements par voie basse, mauvaise rééducation périnéale, etc. Ou est-ce qu'il n'y a pas de terrain prédisposant, tout simplement? Ça, c'est des choses qui sont importantes. Préciser la symptomatologie, ça va être hyper important. Il faut que le patient raconte bien les symptômes qu'il ou elle ressent, hein, c'est plus souvent des femmes quand même, des signes fonctionnels irritatifs, une incontinence urinaire, des urines troubles sur les vessies neurologiques notamment. Des fois, la symptomatologie, elle est très frustre, mais les patients connaissent bien. Souvent, ils le disent, ah, j'ai une sensation de pesanteur dans le bas-ventre, j'ai un peu plus de fuite en dehors des hétérosondages ou des autosondages, et les urines sentent fort. Ça, sur les vessies neurologiques, c'est quand même assez. Ils arrivent bien à les identifier. Des fois, se demander est-ce qu'il y a des dyspareunies, hein, et fièvre, lombalgie. Là, on va être dans les recherches de diagnostic différentiel déjà, hein. On n'est plus forcément dans des cystites, dyspareunie. Peut-être que l'origine, elle va être haute. S'il y a des douleurs au moment des rapports, est-ce qu'il n'y a pas plutôt une cervicite? Ou est-ce que ce n'est pas un problème de sécheresse vaginale, atrophie vulvo-vaginale, etc. Donc, la clinique, elle va être hyper importante. Il faut que la patiente, on va dire plutôt la patiente, parce que c'est quand même les cystites récidivantes, plutôt la femme, il faut qu'elle raconte bien l'historique. Est-ce qu'il y a déjà eu des infections urinaires dans l'enfance ou pas? Quand est-ce qu'elles ont commencé à être récidivantes? Et quel est le rythme? Est-ce que ça augmente en fréquence? Est-ce qu'il y a des facteurs favorisants, les relations sexuelles, les voyages, etc. Dans les autres facteurs favorisants, il faut quand même rechercher plutôt les facteurs protecteurs. Quels sont les apports hydriques journaliers? Est-ce qu'il y a une tendance à la constipation? Est-ce que la femme est ménopausée? Est-ce qu'il y a une hygiène périnéale excessive? Est-ce qu'il y a l'habitude d'avoir des mictions post-coïtales? Et puis, il faut qu'on récupère les données de microbiologie et surtout savoir, parce que souvent les patients, ils nous ramènent plein de CBU et ils nous disent, regardez, j'ai des infections. Donc déjà, nous, on fait non, met de côté les ECBU et on parle des symptômes. Et ensuite, OK, vous avez des symptômes, vous avez des ECBU, est-ce que ces ECBU ont été faits au moment où vous avez des symptômes? Donc, il y en a qui vont avoir été faits pendant des symptômes, il y en a qui vont avoir été faits alors qu'ils n'avaient pas de symptômes. Par exemple, contrôle après un traitement. Ah il est encore positif, donc j'ai reçu un nouveau traitement. Donc ça, c'est vraiment important qu'on fasse la part des choses et qu'on restreigne les ECBU aux symptômes. Et les patients, ils les connaissent, leurs symptômes, donc on les éduque pour ça. Puis après, on regarde les germes en cause. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule espèce? Si on retrouve toujours la même espèce, on va se dire, tiens, c'est peut-être un problème d'infection chronique qui récidive plutôt que des, 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 des nouvelles infections qui recommencent à chaque fois. Est-ce qu'il y a des BMR? Et puis, une notion hyper importante. OK, vous avez reçu des antibiotiques. OK, donc ça, oui, c'était bien efficace sur le germe qu'on a retrouvé à tel moment. Vos symptômes, quand vous recevez des antibiotiques, est-ce qu'ils s'améliorent? Parce que ça, le fait que les symptômes s'améliorent, ça plaide quand même pour une infection urinaire. Parce que des fois, ça ne va pas être simple de caractériser les infections urinaires. Un point sur, je vous ai parlé des apports hydriques journaliers. Donc, il y a une étude, c'est un truc qu'on entend depuis longtemps, il faut boire 1,5 litre par jour. Il y a une étude qui avait été faite en 2018 en Bulgarie, je crois, et ils ont pris des femmes qui faisaient plus de 3 ou plus cystites par an, qui avaient moins d'1,5 litre par jour d'apport hydrique, et ils les ont randomisés. Il y a un groupe où ils ont dit 1,5 litre ou plus, et il y a un groupe où ils ont dit ne changez pas vos habitudes. Ils ont réduit les survenues des infections urinaires. Vous voyez donc les barres en bleu, c'est le nombre d'épisodes de cystite qui sont survenus dans les 12 mois de suivi. Et les en bleu clair, c'est le groupe où il y avait pas de correction. Et en bleu marine, en bleu foncé, c'est le groupe où il y avait 1,5 litre d'apport. Et on voit qu'on était passé de plus de 3 à 2 ou 1, alors que ils gardaient 3, 4, voire plus d'épisodes.
Donc, boire 1,5 litre par jour, ça marche. En fait, c'est la première chose qu'il faut recommander. Alors, il y a des pièges diagnostiques dans ces infections urinaires basses récidivantes et il faut savoir les retrouver. Déjà, le piège numéro 1, c'est traiter une colonisation urinaire. Alors, comment est-ce qu'on va essayer de l'identifier, la colonisation urinaire? Souvent, il n'y a pas de leucocyturie sur le CBU. Et puis, souvent, il n'y a pas de symptômes. Vous allez me dire, s'il n'y a pas de symptômes, le patient ne se plaint pas, effectivement. Mais des fois, on est pris un peu dans la spirale de petits symptômes, on fait des ECBU, et puis les patients ils se retrouvent à faire des ECBU 2 fois par mois. Donc, voilà. Colonisation urinaire, si le patient a des symptômes, dans ces cas-là, les symptômes ils seront liés à autre chose. Et si on donne des antibiotiques, ça ne marchera pas sur les symptômes du patient. C'est pour ça que c'est important de rechercher cette notion. Le piège diagnostique, c'est par exemple l'infection génitale basse, donc une cervico-vaginite, la chlamydia, ou une vaginose, ou une mycose tout simplement. L'autre piège diagnostique, on va sortir des infections, ça va être la sécheresse vaginale, les dyspareunies, l'atrophie vulvo-vaginale post-ménopausique. Et donc ça fait partie des choses qu'on propose des fois. C'est de la colpotrophine pour voir si déjà ça ne soulage pas les patients ou les patientes. L'hyperactivité vésicale, ça c'est un diagnostic qui peut un peu induire en erreur. Donc ça va être la notion, c'est des patientes qui vont avoir une urgenturie, plus ou moins une polachyurie, une nicturie, des incontinences urinaires. C'est une vessie en fait qui va se contracter alors qu'il y a un très petit volume dedans, avec la sensation de devoir aller uriner très rapidement. Alors il y a plusieurs causes, l'hyperactivité vésicale, les causes neurologiques, prévésicales, la manie de Parkinson, les CEP, les paraplégies. Il y a des problèmes intravésicaux, les tumeurs de vessie, lithiase intravésicale, notamment les grosses lithiases, cystite post-radique. Les infections aussi peuvent donner ça. Le problème du prolapsus. Et puis après, tout simplement, la carence œstrogénique post-ménopausique. Et puis enfin, au bout du bout, il y a le syndrome douloureux pelvien chronique. Et ça, ça va se caractériser par différents symptômes, des douleurs mictionnelles, des douleurs périnéales. Chez l'homme, des douleurs à l'éjaculation des fois. Et il y a plusieurs causes. Alors, ça peut être la névralgie du pudendal, de l'endométriose, 3 petits points. En tout cas, dans ces syndromes douloureux pelviens, il n'y aura pas de temporalité entre symptômes, ECBU, traitement. Et donc, c'est tout le boulot. Quand nous, on reçoit des gens en consultation, c'est des consultations assez longues, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure, parce que il faut bien tout passer en revue. Et on essaye à la fin de tout ça, finalement, quand on a fait la somme, on va dire, OK, oui, effectivement, je pense que vous faites des cystites à répétition. Ou, il y a des choses qui m'embêtent. Je vais vous envoyer faire un bilan urodynamique, voir s'il n'y a pas une hyperactivité vésicale. On peut faire d'autres explorations. Puis des fois, les causes, elles sont un peu mélangées. Il y a des patientes, typiquement les scléroses en plaques, elles ont de l'hyperactivité vésicale, mais elles font aussi des cystites récurrentes. Donc là, c'est pas simple. La colonisation urinaire, c'est fréquent. En fonction de l'âge, ça augmente. Chez une femme de 18 à 40 ans qui n'est pas enceinte et qui est sexuellement active, c'est 5 à 6% des cas. Voilà, on fait un ECBU, PAM, il sera positif dans 5 à 6% des cas. Chez la femme de 60 à 80 ans, c'est 10 à 20%. Chez les personnes de plus de 80 ans en EHPAD, on monte à 40%. Chez l'homme, c'est des chiffres qui sont à peu près équivalents. On est à 35% chez les hommes en EHPAD en tout cas. Quand il y a une sonde urinaire, on est à 100% en fait de colonisation très rapidement. On estime au sondage, on est à 3% de colonisation. Et puis ensuite, c'est plus 3% par jour. Vous voyez, une sonde qui est en place depuis un mois, on est à 100% de colonisation. Donc, le CBU sur sonde, il doit être motivé par des symptômes et pas l'inverse. Alors, une fois que on a caractérisé les choses, il y a des examens complémentaires à faire quand même, et souvent, c'est les urologues en fait qui font ça. Nous, quand on les reçoit, tout ça, ça a été fait. Alors déjà, nous, on demande aux patientes de faire un calendrier mictionnel où elles vont quantifier les mictions par jour, noter les jours où il y a eu des ECBU, des signes urinaires. Est-ce qu'il y a eu un ECBU qui a été fait? Quels en étaient les résultats? Est-ce qu'il y a eu une prise d'antibiotiques? Lequel? Est-ce que ça a impacté les symptômes? Et puis éventuellement aussi qu'elles notent leurs apports hydriques.
Et puis, il y a des examens complémentaires à faire. Il faut une échographie réno-vésicale avec recherche et quantification du résidu post-mictionnel. Ça, c'est important. Il faut faire une cystoscopie et plus ou moins un bilan urodynamique. Mais nous, quand les urologues nous les adressent, ils ont déjà fait la cystoscopie et l'échographie. Ça va être important parce que s'il y a un résidu post-mictionnel de 250 cc, il faut régler le problème de tuyauterie. Hein. Et là, c'est le boulot de l'urologue finalement. Et nous, en fait, elle nous arrive après, une fois que tout a été fait. Et donc là, on a confirmé qu'il y avait des cystites à répétition. Il n'y a pas grand-chose à faire en termes de prise en charge urologique. Et qu'est-ce qu'on peut proposer à ces patientes? Déjà, il faut établir des objectifs avec elles. Et souvent, on leur dit, bon, ben voilà, qu'est-ce que vous attendez de nous? Souvent, en fait, c'est améliorer la qualité de vie parce que leur qualité de vie, elle est très dégradée. Souvent, c'est des femmes ménopausées qui aimaient bien voyager, qui voyagent beaucoup moins parce que ça leur pourrit la vie, parce que quand elles voyagent en transport en commun, elles vont moins faire pipi, elles font plus de cystites. Et puis, c'est réduire en fréquence les cystites, tout simplement. Ça, c'est les objectifs. On va corriger ce qui peut l'être. Donc, souvent, femmes ménopausées, on peut tenter un traitement oestrogénique quand même. Ça peut améliorer déjà une part des symptômes. La prise en charge urologique, si elle est faisable, une cure de prolapsus, traiter un reflux, prise en charge d'une vessie hyperactive, etc. Chez les patients qui ont des vessies neurologiques, là, il faut revoir les autosondages. Souvent, le problème, c'est qu'ils ne font pas assez d'autosondages dans la journée, ils en font 3 ou 4. Et c'est plutôt, on recommande 5 ou 6 autosondages par jour. Le premier, le plus tôt possible, vers 6-7 heures du mat, et le dernier, le plus tard possible, vers 23 heures. Donc déjà, il faut revoir ça et comment est-ce qu'ils sont faits, est-ce que c'est bien stérile, etc. Après, on revoit les règles hygiéno-diététiques, boire 1,5 litre par jour, lutter contre la constipation, prendre le temps d'aller uriner. Hein, quand on va aux toilettes, on prend le temps de bien vider la vessie. Et puis, pour les cystites liées au rapport sexuel, l'habitude de la miction post-coïtale, en tout cas pour les femmes sexuellement actives. Donc ça, c'est tout ce qui peut être proposé assez simplement à vos patientes au cabinet. Les traitements non antibiotiques, alors bon, c'est un peu décevant quand même. Alors la canneberge, le jus les cranberries, ça peut marcher. Il y a des données un peu discordantes dans la littérature. En tout cas, ça marche sur Escherichia coli si ça doit marcher, parce que ça va limiter l'adhésion d'Escherichia coli à la muqueuse vésicale. Et donc, on peut le tenter, et c'est plutôt l'Urel qu'on recommande, une gélule par jour. Voilà, donc vous pouvez tenter pour vos patientes. Elles vont le payer de leur poche, mais ça coûte pas bien cher. On voit beaucoup traîner le démanose, mais ça, il n'y a pas d'efficacité démontrée. Et il y a un truc qui a quand même démontré son efficacité, c'est la méthénamine, qui va acidifier les urines. Et il y a 3 études prospectives où ça a démontré. Dans 2 études, c'était comparé à des antibiothérapies préventives. Ça avait la même efficacité que des antibiothérapies préventives. Et une étude sur des vessies neurologiques où ça marchait très bien. Malheureusement, ce n'est pas disponible en France, ce produit. Donc, il est disponible en Grande-Bretagne, mais pas en France. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on verra arriver chez nous. Alors après, une fois qu'on a fait tout ça, on arrive à l'antibiothérapie préventive. Qu'est-ce qu'on peut proposer à nos patientes? Alors, ce qu'on propose souvent, les urologues, c'est la phosphomycine. Hein, c'est un sachet de Monuril une fois par semaine au long cours. Voilà. Ça peut être aussi un traitement quotidien par furadentine, 2 gélules par jour, mettons, ou du Bactrim, ou du trimétoprime tout seul, hein, ça existe, c'est le Delprime. Alors ça marche souvent pendant un temps, mais en pratique quand même, souvent, ça marche plus parce qu'en fait, à force d'exposer toujours au même antibiotique, on voit apparaître des résistances et souvent, les patientes, elles nous disent, bah oui, pendant 3-4 mois, ça allait mieux et puis les cystites sont réapparues et puis quand on faisait de CBU, tiens, c'était devenu résistant au Monuril. Alors bon, après, moi, il y a un petit biais de sélection, on m'adresse les échecs. Et dans ce cas-là, en fait, c'est là qu'on évoque
qu'on appelle l'antibiocycle. Alors, l'antibiocycle, c'est quoi? En fait, c'est une antibioprophylaxie hebdomadaire alternée. Le principe, c'est de prendre une fois par semaine un antibiotique. Et en fait, une semaine sur deux, le patient va alterner 2 antibiotiques différents. L'idée, c'est de réduire la pullulation microbienne dans la vessie pour réduire en fréquence les cystites et surtout prévenir l'émergence de résistance, voire restaurer une flore au patient. Et ça, c'est quelque chose qui a été démontré efficace chez les patients avec des vessies neurologiques. C'est l'équipe de Garches qui a l'origine de ce concept. Ça marche sur les vessies neurologiques et on l'utilise, on commence bien à l'utiliser en population générale, notamment chez les femmes ménopausées. Mais il n'y a pas trop d'études publiées. Moi, j'ai une vingtaine de patientes qui ont des antibiotiques. Souvent, ça marche ça quand même pas mal. Des fois, ça ne marche pas. Dans ce cas-là, on arrête. Mais c'est pour celles pour qui ça marche, elles passent de 7, 8, 9, 10 cystites par an à aucune ou une. Et en plus, on a la bonne surprise, quand elles refont une cystite, de voir qu'on a retrouvé des germes très sensibles. Et donc, on peut le traiter souvent par de l'amoxicilline, par exemple. Vous voyez. Et là, au JNI, là, qui a eu lieu la semaine dernière, il y a l'équipe de Garches qui a mis un poster. Alors, je suis désolé, c'est un peu flou, c'est une photo, où c'est une trentaine de femmes qui ont des cystites récidivantes. Elles en faisaient en médiane 7,5 par an. Alors, il y avait de tout. Il y avait de l'incontinence urinaire, il y avait du prolapsus un peu, du résidu post-mictionnel, de la tendance à la constipation. Enfin, on est dans la vraie vie. Parfois, un changement de partenaire dans l'année passée. Bon, voilà. En tout cas, elles faisaient des cystites à répétition. Elles avaient une qualité de vie altérée. Et donc, ils ont mis en place un antibiotique qui documente sur les données des ECBU précédents. Alors, souvent, c'est quoi? C'est une semaine sur deux, 2 sachets de Monuril et une semaine sur deux, 4 comprimés de Selexid, 2 et 2. Voilà. Et on alterne. Moi, souvent, je leur dis, vous prenez le dimanche. Un dimanche, vous prenez celui-là. L'autre, vous prenez celui-là, et ainsi de suite. Ça peut être Monuril nitrofurantoïne, Monuril cefixime. Des fois, le Monuril, il n'est pas toléré. Ça peut être triméthoprim Selexid, furadentine Selexid. Enfin bon, voilà. On évite les quinolones. Si possible, les C3G orales aussi. Et en gros, ils ont quand même, à plus d'1 an de suivi, 35% des cas des femmes qui sont toujours sous antibiocycle. Il y en a 29% qui ont arrêté l'antibiotique et qui n'ont pas récidivé les infections urinaires. Il y en a quand même pour qui ça n'a pas marché. Mais au final, si on prend toute leur population, une fois qu'ils ont mis en place l'antibiotique, elles passaient de 7,5 à 1 cystite par an en médiane et elles retrouvaient une qualité de vie équivalente à la population générale de leur âge. Et ça, c'est souvent ce que nous disent les femmes. Et moi, c'est la première question que je leur pose quand on les revoit en consultation. C'est la qualité de vie finalement. Est-ce que votre qualité de vie est améliorée? Et c'est quand même souvent ce qu'elles nous disent. Donc bon, voilà, c'est des outils qu'on commence à utiliser. Alors on va dire que là, on est quand même sur un truc spécialisé qui relève de l'infectiologue ou de l'urologue, mais les urologues ne le font pas trop encore. Et souvent, ils nous les orientent. Donc, en tout cas, voilà, il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour ce genre de tableau. Et puis, on proposera de les voir en consultation où on vous donnera déjà un début de marche à suivre et de les orienter éventuellement vers l'urologue.